Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Premier chapitre, l'abondance moyenne. Les eaux fluviales s'écoulent dans les chenaux d'un réseau hydrographique dont le développement draine un espace appelé bassin hydrographique ou bassin versant. Le bassin de la Loire couvre 110 000 km², celui de l'Amazone est de 6,1509 km². Mais cet écoulement ne concerne qu'une partie des précipitations tombées sur le bassin hydrographique. En dehors des cas de disréisme, seule une part généralement inférieure à 30% des pluies atteindra le réseau hydrographique puis l'embouchure. C'est cette quantité qu'il faut mesurer ou estimer. Il n'est pas de notre propos de présenter ici toutes les différentes procédures de jaugeage des cours d'eau, et nous en rappellerons seulement le but. Exprimer un débit brut, c'est-à-dire la quantité d'eau écoulée par unité de temps. Dans les pays utilisant le système métrique, les plus évolués et les plus nombreux, on utilise généralement le mètre cube par seconde. Cet écoulement est mesuré en un ou plusieurs points du réseau hydrographique, et pour les fleuves aboutissant à une mer amarrée, on choisit un site où leur influence est imperceptible. Ainsi, en France, l'écoulement de la Loire n'est plus mesuré en aval de Montjean, près d'Angers. Cependant, leurs variations interannuelles sont élevées. Les débits du Mississippi sont relevés à Clinton, Iowa, depuis 1874. En décembre 1883, le cours d'eau écoulait 2048 mètres cubes par seconde. C'est le plus fort débit mensuel de décembre connu. Mais un an auparavant, en décembre 1882, il n'écoulait que 699 mètres cubes par seconde, et le plus faible débit de décembre fut celui de 1934 avec 315 mètres cubes par seconde. Du fait de cette irrégularité, il est nécessaire de calculer des moyennes interannuelles. Le plus souvent, on se contente d'une normale de 30 années et la normale saisonnière du Mississippi à Clinton est de 975 mètres cubes par seconde pour décembre. Mais ces valeurs brutes perdent très vite leur sens si les bassins hydrographiques sont de tailles différentes, d'où la nécessité de définir une unité adimensionnelle. Le résultat concerne la solution d'un triple problème. Comment mesurer la quantité d'eau débitée par un cours d'eau, en un lieu donné? Dans quelle unité exprimer les jaugeages réalisés afin qu'ils puissent être comparés? Comment interpréter ces résultats? Moyens et méthodes de mesure de l'écoulement. L'expression la plus simple d'exprimer le débit d'un cours d'eau est de mesurer la quantité d'eau passée en un lieu par unité de temps. En théorie, il suffit de multiplier la section mouillée SM ou périmètre compris entre les fonds, les berges et la surface de l'eau, par la vitesse V du courant, document 1.1. Selon le système MKS, la vitesse est exprimée en MS et les surfaces en M2. Le débit sera exprimé en M3S. C'est plus facile à dire qu'à réaliser. Document 1.1. Théorie de la mesure du débit d'un cours d'eau. A. La mesure directe de la vitesse est aisée à effectuer. Les mesures au flotteur ne sont plus guère utilisées que pour estimer le débit des fleuves très retirés ou trop importants, l'Amazone par exemple. La vitesse moyenne est évaluée en mesurant le temps mis par un flotteur pour parcourir un secteur de rivière rectiligne, sur une distance définie. Mais seule la vitesse de surface VSurf est mesurée, et elle est supérieure à la vitesse moyenne VM. Il faut donc apporter un coefficient de correction K, dont la valeur varie généralement de 0,80 pour des lits rugueux, à 0,90 pour des chenaux artificiels sans rugosité importante. La vitesse devient alors VM égale K VSurf. Mais les résultats restent incertains avec une marge d'erreur de 10% dans le meilleur des cas. On utilise surtout le moulinet, une hélice dont le nombre de tours totalisé sur un certain temps donné est ensuite converti en vitesse linéaire. Que le moulinet soit monté sur une tige pour des rivières de faible taille, ou suspendu à un câble et lesté d'un poids dans des rivières importantes, les mesures ne donnent que des vitesses ponctuelles. Il en est de même des sondes électromagnétiques où l'eau, conductrice de l'électricité, induit un courant électrique proportionnel à sa vitesse au travers d'un champ magnétique. Ce type d'appareil permet toutefois de mesurer les vitesses instantanées du courant suivant des pas de temps inférieurs au dixième de seconde. B. L'extrapolation de la vitesse à partir de la seule hauteur de l'eau.
Le périmètre mouillé peut être extrapolé à partir de la seule mesure de la hauteur de l'eau. Pour les petits cours d'eau, ou en hydrologie urbaine, on utilise un déversoir de section triangulaire équilatérale pointe en bas. De la hauteur de l'eau, il est aisé d'obtenir la section. Pour les grands cours d'eau, il faut sonder le profil du fond, en espérant que les crues ne le modifient pas trop, à un endroit où les berges présentent un profil fixe, généralement entre les piles d'un pont. La mesure de la hauteur de l'eau a longtemps été effectuée à l'aide d'une règle ou échelle limnigraphique. On en voit fréquemment sur les piles de ponts, les quais des cours d'eau navigables ou les digues de protection. Aujourd'hui, on les a remplacés par un linanigraphe qui enregistre les mouvements d'un flotteur qui suit les variations du niveau d'eau de la rivière, et qui, par un système de poulies, transmet l'information à un stylet qui grave un tambour actionné par un mouvement d'horlogerie. Le débit est théoriquement calculé à partir de ces deux valeurs. Mais on a cherché à estimer le débit à partir de la seule mesure de la hauteur. Il est vrai que généralement sur un grand nombre de mesures, on obtient une relation débit-hauteur dans le sens d'une relation logarithmique ou le plus souvent géométrique. Prenons l'exemple Louetkert dans le RIF, document 1.2. Document 1.2, relation entre la hauteur de la ligne d'eau et les débits sur Louetkert. Louetkert est un tributaire de la Méditerranée, issu du Rif oriental au Maroc. Une évaluation du débit et une mesure de hauteur de l'eau au même instant furent réalisées entre 1978 et 1994. L'hydrologie appliquée n'est pas une science exacte, mais il ressort assez clairement une relation géométrique entre les débits et les hauteurs. Il a été estimé que la relation liant le débit à la hauteur de l'eau était pour un coefficient de corrélation à peine médiocre de R égale 1,1989, du fait qu'on soit face à un oued. La relation dépend de la nature du fluide, or dans un oued ce n'est pas toujours de l'eau, souvent il s'agit d'une lave torrentielle dont les qualités hydrauliques sont différentes de celles de l'eau. Pour une hauteur donnée, la vitesse sera plus faible pour un écoulement plus visqueux et le débit sera moindre. Aussi, sur cette oued existe-t-il plusieurs modalités de relation hauteur-débit. Cette oued est un mauvais exemple, mais il expose clairement la difficulté des problèmes à résoudre sur le terrain. C'est le calcul du débit. Mais les hydrauliciens ont essayé de se débarrasser de la mesure de la vitesse. Par empirisme, Chézy a montré au XIXe siècle qu'il existait une relation assez simple permettant le calcul de la vitesse V à partir du rayon hydraulique R, de la pente P de la ligne d'eau et de la rugosité N, car ces valeurs sont des constantes caractéristiques du lieu, dont principalement le rayon hydraulique qui peut être calculé d'après la seule hauteur H. Le rayon hydraulique est le quotient de la section mouillée SM et du périmètre mouillé PM. On fait intervenir la largeur L du cours d'eau. Si le lieu d'implantation du jaugeage est bien choisi, entre deux culées de pont par exemple, cette valeur est invariable, et la section de l'écoulement ne dépend que de H la profondeur ou hauteur de l'eau. On peut ainsi calculer soit. Comme L est invariable, R peut être directement calculé de la mesure de H. La pente P de la ligne d'eau ou pente de la surface de l'écoulement est exprimée en degrés ou en pourcents. La rugosité N du fond est estimée d'après sa simple composition. La valeur de N peut être calculée à partir d'un abac. Celle de Manning est par exemple d'un usage courant. On applique la relation N égale No plus N2 plus N3 plus N4, M5, où No dépend du matériau du fond, N1 de l'irrégularité du profil, N2 des variations de la forme de la section transversale, N3 des effets d'obstruction, embâcle, pont, N4 de la végétation du fond et des rives, et que M5 est le degré de sinuosité du chenal. On comprend l'intérêt de placer un limnigraphe dans un secteur rectiligne, au fond homogène, aux lits et aux rives bien propres, généralement un pont. Nous avons toutes les données pour exprimer le débit à partir de H, la seule variable à mesurer. La formule de Chézy donnait la vitesse par la relation V égale N racine carrée RP. On lui préfère aujourd'hui la formule de Manning, V égale R2 tiers P1,5, N. Comme la section mouillée est SM égale LH, le débit est leur produit. Cette mesure peut être instantanée, on peut en calculer des moyennes quotidiennes, mensuelles et annuelles. Les moyennes de ces moyennes, calculées sur une période de 50 à 60 ans,
permettent de se donner une idée des possibilités d'écoulement du cours d'eau. La Seine à Paris a un débit annuel moyen de 266 mètres cubes par seconde, soit 8,4 km3, mais l'Amazone à Belém écoulerait 190 000 mètres cubes par seconde, ce qui en ferait le plus puissant fleuve du monde. 2. La recherche d'une valeur adimensionnelle. L'expression du débit dans le système MKS est le débit brut. Mais cette mesure perd tout son sens pour des bassins hydrographiques de tailles différentes. Avec un débit de 1180 mètres cubes par seconde, le Niger Adiré, Mali, est 4,4 fois plus abondant que la Seine à Paris, 266 mètres cubes par seconde. Et avec 190 000 mètres cubes par seconde, le débit de l'Amazone à Belém est plus de 700 fois plus élevé. Il a donc fallu exprimer les écoulements suivant une unité comparable, une valeur adimensionnelle mathématiquement parlant. À Paris, la Seine draine un bassin versant de 44 300 km², le Niger Adiré draine un espace de 340 000 km² et l'Amazone à Belém un bassin gigantesque de 6 150 000 km². Le bassin du Niger est 8 fois plus vaste que celui de la Seine, et celui de l'Amazone 140 fois. La solution consiste donc à rapporter le débit global à un bassin unitaire de 1 km², tel que où QB est le débit brut exprimé en M3S, S l'aire du bassin hydrographique exprimé en km², et dont le résultat obtenu QSP est le module spécifique exprimé alors en LS km². Les valeurs calculées sont alors de 5,91 S km² pour la Seine, 3,51 S km² pour le Niger et 30,91 S km² pour l'Amazone. La Seine, cours d'eau exoréique du domaine tempéré, offre un module modeste, 5,91 S km², caractéristique d'une évapotranspiration moyenne. Mais le fleuve est plus abondant que le Niger, 3,5 LS km². Un cours d'eau qui faillit être endoréique vers le Sahara et qui perd beaucoup d'eau dans sa traversée du désert du fait d'une évapotranspiration très élevée. A l'inverse, l'Amazone, cours d'eau dysréique reste très abondant, 30,9 LS km², du fait de l'ampleur des précipitations, plus 3500 mm, face à une évapotranspiration limitée. Comparé au Mississippi à Clinton, 1389 mètres cubes par seconde, la Seine paraît un cours d'eau bien modeste. Mais en amont de Clinton, le fleuve américain draine un bassin de 221 700 km², ce qui lui confère un module de 6,31 S km² assez peu différent de celui du fleuve parisien. On pourrait aussi utiliser la lame d'eau écvulée. Le bassin de la Seine à Paris écoulerait une lame d'eau de 190 mm en un an, celui du Niger en amont de dirait 112 mm seulement, mais l'Amazone apporte à Belém l'équivalent de 1040 mm. Enfin, on utilise aussi les coefficients mensuels de débit. Le principe repose sur le calcul du débit mensuel moyen, 1/12 du module annuel, ce qui donnerait 18,8 mètres cubes par seconde par mois pour la Seine, 98,3 mètres cubes par seconde pour le Niger et 15 830 mètres cubes par seconde pour l'Amazone. Puis ce nombre est rapporté à 1 et les débits de chacun des 12 mois sont calculés en fonction de cet indice. Cependant, cet artifice de calcul a surtout pour but d'illustrer les variations saisonnières et mensuelles, et de définir d'autres critères tels que la pondération ou les régimes. Pour un classement régressif de la surface des 618 bassins versants, on assiste à la réduction du débit brut et à la croissance du module spécifique. A. Intérêt de l'abondance brute et relative. À une échelle régionale, le débit moyen annuel donne une idée des disponibilités en eau de surface. On vient de voir que le calcul du module spécifique permet de relativiser l'abondance des grands fleuves, en effaçant quelques idées reçues dont l'accroissement des débits d'amont en aval. En effet, le document 1.3 montre que plus l'aire du bassin versant croît, plus le débit brut est élevé. Mais à l'inverse, l'évapotranspiration étant proportionnelle à l'air drainé, le module qui néglige cette surface se réduit sur les bassins les plus vastes. On relèvera quelques traits communs, document 1.4. Document 1.3. Relation de la surface de drainage avec les débits bruts et les modules. Les ordonnées de gauche désignent les surfaces des bassins versants, et les ordonnées de droite les débits bruts et les modules.
Du fait de l'utilisation des coordonnées logarithmiques, la corrélation exponentielle traduit la tendance linéaire. Dans tous les exemples qui appartiennent au mode exoréique, le plus représentatif de la planète, l'abondance brute augmente de l'amont du bassin vers l'aval car l'aire de l'impluvium s'accroît. Sur le Mississippi entre Clinton, Iowa et Vicksburg, Mississippi, l'aire du bassin hydrographique fait plus que décupler et le débit croît de 1389 à 16 700 m3 par seconde. Comme l'évaporation est proportionnelle à cette aire, il est logique que le module subisse, lui, un recul, ainsi décroît-il de 6,3 à 5,61 s/km². C'est une règle quasi universelle qu'illustre le document 1.4 sous des climats aussi différents que l'Europe océanique et méditerranéenne, les grandes plaines d'Amérique du Nord, la Mésopotamie, le Décane. Document 1.4 cas général. Le débit brut croît vers l'aval alors que le module régresse, modèle de cours d'eau exoréique appartenant à des domaines climatiques différents. B. Toutefois, l'abondance relative reste le reflet des liens existants entre l'évapotranspiration réelle et potentielle. En termes de bilan, l'évapotranspiration réelle ne retient que la disponibilité en eau et n'est donc conditionnée que par l'offre. Si on connaît la pluviométrie P et l'écoulement Q régional, l'évapotranspiration réelle est déterminée par l'égalité ETR égale PQ. Elle est aussi appelée déficit d'écoulement D égale ETR. A l'inverse, l'évapotranspiration potentielle ou ETP est celle qui se produirait dans le cas où la quantité d'eau évaporable ou transpirable ne serait pas limitée. Elle n'est alors conditionnée que par la demande, c'est-à-dire l'éloignement de la saturation dans lequel se trouve l'air. Elle s'évalue d'une manière analytique par différentes méthodes à la représentativité limitée, car il n'existe pas de bonne méthode pour évaluer l'évapotranspiration. Mais une valeur mensuelle approchée est bien représentée par la relation ETP égale 2T degré C, quand ETP est exprimé en mm et T en degrés C. C'est l'expression de la sécheresse hydrologique de Lambert et Vigneault, qui permet d'effectuer une typologie sommaire de l'écoulement basée sur les liens entre les précipitations P et l'évapotranspiration potentielle ETP. Dans le cas général, l'ETP est forte, mais elle reste inférieure à l'apport pluvial. ETP plus petit que P. Aussi existe-t-il un excédent, dont la valeur relative est en moyenne de 40% des précipitations. Gagnant l'extérieur des continents, ce mode d'écoulement relève de l'exoréisme. Dans les secteurs chauds mais très arrosés, Amazonie, ou frais et humides, Grand Nord, l'excédent relatif peut être très élevé. Il atteint 90% sur le Yukon et l'Amazone, et l'on évoque le dysréisme, sorte d'anomalie hydrologique. A l'inverse, dans les déserts arides la situation s'inverse. ETP plus grand que P, les rares pluies ne ruissellent que quelques heures, le sheet flood de McGee, avant de s'évaporer complètement. On parlera alors d'aréisme sec. Il peut aussi exister des formes d'aréisme d'origine lithologique sur les karstes, ou topographiques dans les plaines dépourvues de pentes comme la pampa. Une côte mal taillée serait l'endoréisme, qui concerne des fleuves puissants qui se perdent dans des cuvettes arides. La Volga dans la mer Caspienne, le Jourdain dans la mer Morte, le Chari dans le lac Tchad, le Murray dans le lac Air. Ce sont des cours d'eau halogènes, souvent originaires d'une région bien arrosée où ETP plus petit que P, pour gagner un milieu où ETP plus grand que P. Sous les climats océanisés et continentaux de l'Europe et de l'Amérique du Nord, l'évaporation potentielle est assez proche de l'évapotranspiration réelle. C'est le domaine de l'exoréisme généralisé, qui se traduit par un déficit d'écoulement assez élevé. Aussi, non seulement le module, reflet de l'air du bassin versant et de ses conditions climatiques, recule vers l'aval, mais il est largement inférieur à 10 s/km². Ce modèle est illustré par les cours d'eau des grandes plaines nord-américaines, Saskatchewan et Mississippi, et par les cours d'eau des plaines océanisées d'Europe occidentale, Loire ou Elbe. Le recul important du module de la Saskatchewan après Prince Albert est aussi imputable à l'apparition de l'aridité qui, à l'abri des Rocheuses, réduit l'apport pluvial, mais augmente sensiblement l'être et l'ETP. La présence de réserves glaciaires et nivales dans de la haute montagne ne modifie en rien le principe du recul du module face à la croissance du débit. Mais à l'inverse, la débâcle printanière et estivale est sans commune mesure avec l'accroissement de l'évapotranspiration au cours de ces deux saisons. L'écoulement devient alors dysréique froid.
Nous dirions plutôt disréique de montagne pour éviter la confusion avec les hautes latitudes. Le module est beaucoup plus élevé, supérieur à 10 voire à 20 AS km/2. Le Pô et le Rhône illustrent assez bien un fonctionnement qui se maintient longtemps hors de la montagne. Mais le changement de contexte climatique réduit très vite ce module. Le bilan de disréique devient simplement exoréique. C'est le cas de la Columbia, quand elle perd le soutien de ses affluents glaciaires des Rocheuses. C'est surtout visible sur le Danube quand il entre en Pannonie. De disréique en amont, du fait des affluents alpins de la rive droite, Salzach, Inn, il devient exoréique quand il n'est plus alimenté que par des cours d'eau de plaine comme la Tisza ou de montagnes méditerranéennes comme la Drave et la Save. Cependant, l'abondance venue de la montagne leur conserve un module assez fort, supérieur à 7 litres km/2. Cette abondance, comme celle des cours d'eau alpins, y explique souvent la précocité et l'ampleur des aménagements hydrauliques. La modification est encore plus flagrante si les cours d'eau pénètrent dans un milieu climatique totalement différent. Déjà la Krishna et le Kovri, qui dévalent des Ghats occidentales vers le golfe du Bengale, connaissent l'alimentation abondante de la mousson dans leur partie amont, au point de s'approcher du disréisme. Mais l'éloignement de la côte de Malabar et le phénomène d'abri allongent la saison sèche à l'est du Décan. Alors que l'aire de leur bassin est multiplié par 7, leurs débits respectifs ne le sont que par 2,2 et 1,6 alors que leurs modules sont divisés par 3,1 et 4,4 du fait d'une ETP de plus en plus élevée, responsable d'un accroissement du déficit d'écoulement. L'exemple extrême est atteint sur les cours d'eau quittant la montagne pour le désert. Le débit de l'Euphrate ne cesse de croître malgré la traversée du désert irakien. Ce cours d'eau est abondant dans les montagnes du Kourdistan turc, et son module est encore élevé à Youssef Pacha, à la sortie de la montagne. Mais en Mésopotamie, alors que son drainage est multiplié par 3, son débit brut n'augmente que de 9%, alors que son module est divisé par 2,5. Comme le Nil en Égypte, il devient halogène dans un espace où l'exoréisme voisine souvent avec l'endoréisme et l'aréisme. S'il conserve un écoulement abondant, c'est le fait d'un ferroflux avec le Tigre qui dans la traversée de la plaine reçoit des affluents montagnards venus du Zagros. Le Colorado n'a pas cette chance. Il vient des Rocheuses, dans des montagnes certes assez sèches, mais hautes de plus de 4000 mètres. C'est un cours d'eau encore abondant 10 ls km/2 qui pénètre dans l'Utah. C'est alors pour lui la traversée du désert. À l'image de l'Euphrate, son débit ne s'accroît plus que modestement. À l'Esphérie, il n'est que 3,2 fois celui de Pichimawida pour un drainage multiplié par 13, le module a été quant à lui divisé par 3,5. Puis c'est l'entrée dans le Sonora, et à Yuma non seulement le module a reculé de 2,8 fois, mais le débit brut a aussi connu une réduction de 22%. Ce comportement, qui serait celui du Nil dans sa traversée du Sahara, annonce les manquements à la règle. Certains cours d'eau voient leur module croître vers l'aval, d'autres connaissent une dégradation de leur débit brut. C'est l'exception de la croissance du module vers l'aval. Dans ce contexte, l'être est très inférieur aux précipitations, conjointement ou pas à une ETP réduite, document 1.5. C'est par exemple le cas des fleuves américains tributaires de l'Arctique. Entre Rempart et Kaltag, le drainage du Yukon est multiplié par 1,5. Son débit est multiplié par 1,7, et son module s'accroît lui aussi multiplié par 1,3. C'est encore plus net sur le Mackenzie entre Fort-Providence et Norman-Wells. Pour une augmentation voisine du drainage, x 1,6, le gain acquis par l'écoulement est sans commune mesure. Le débit brut est multiplié par 2,3 et le module par 1,4. En effet, sous ces hautes latitudes, entre 35 degrés et 70 degrés nord, l'ETP est très réduit. Dans une station voisine, à Coppermine, 67 degrés nord, 115 degrés ouest, la température moyenne n'est que de moins 0,5 degrés Celsius. Si on estime l'ETP mensuel à 2 T°C, le total annuel ne sera que de 82 mm, soit le 1/3 de précipitations pourtant modestes, 246 mm. Or, de leur côté, le Yukon écoule une lame d'eau de 256 mm à Kaltag et le Mackenzie 165 mm à Norman-Wells. Il est probable que l'apport glaciaire des affluents de la rive gauche, issus des montagnes rocheuses, ne soit pas étranger à cette situation.
Le dysréisme est aussi le fait des cours d'eau intertropicaux hyperalimentés par les précipitations, voire aussi par d'abondantes chutes de neige dans les Andes, l'Himalaya ou le Kilimandjaro. Le Mékong constitue un exemple de cours d'eau participant du diréisme humide. Entre Vientiane au Laos et Mukdahan en Thaïlande, son drainage se trouve multiplié par 1,3, puis encore par 1,7 entre Mukdahan et Krasie au Cambodge. Simultanément, le débit a été multiplié par 1,8 puis 1,7, et le module par 1,4 puis 1,03. Cette apparente anomalie n'est que le reflet des conditions climatiques. Document 1.5 L'exception, débit brut et module s'accroissent vers l'aval. Dans la péninsule indo-chinoise, l'évaporation potentielle estimée par la méthode de Gosen ne serait que de 650 à 700 mm par an. C'est la moitié des précipitations mesurées en Thaïlande, à Chiang Mai, 1300 mètres et à Bangkok, 1500 mm. Et l'on sait que les apports sont beaucoup plus élevés sur les versants montagneux exposés à la mousson, 11 400 mm à Cherrapunji en Assam. L'être n'étant pas extensible à l'infini, l'apport pluvial est tel que le bassin versant répond à toute sollicitation. Aussi la quasi-totalité des pluies finit-elle par s'écouler. Ajoutons que dans ces régions montagneuses, les pentes accélèrent le processus. Un cas extrême est représenté par le Chiriquí au Panama. Le drainage de ce torrent équatorial tributaire du Pacifique est étroit, et sa surface n'est multipliée que par 1,5 entre Paso Canoa et David. Pourtant, débit et module ont presque doublé. Ce dysréisme est rare, et surtout il est ici exacerbé par l'étroitesse du bassin versant, mais la lame écoulée passe successivement de 2500 à 3700 mm. C'est la quasi-totalité des précipitations, 3500 mm à Panama City. Nous avons décrit la dégradation des formes de dysréisme quand des cours d'eau montagnards pénètrent dans une ambiance climatique plus sèche, mais l'inverse est aussi fréquent dans les formes d'écoulement halogène. Dans les grandes plaines nord-américaines, les cours d'eau qui naissent dans l'ouest, sur le versant sec des Rocheuses, gagnent les plaines du Mississippi plus arrosées. En amont, au Colorado, les précipitations sont de l'ordre de 4 à 500 mm an, mais elles avoisinent 1300 à 1500 mm dans la vallée du Mississippi. Entre Tulsa et Little Rock, le débit de l'Arkansas est multiplié par 6,1 alors que le module est lui-même multiplié par 2,8. Cependant, les valeurs sont trompeuses. Il y a certes amélioration de l'écoulement, mais nous restons dans des conditions assez proches d'un écoulement rare. La lame écoulée ne représenterait que 6 à 7% des apports pluviométriques. L'ETP reste très élevé et supérieur à l'être. Les avatars du Godavari sont aussi significatifs. Son bassin draine l'Inde sèche du nord-ouest en amont, et l'Inde plus humide à l'aval. Le jaugeage est effectué en 4 endroits qui traduisent cette distribution. D'un jaugeage à l'autre, de l'amont vers l'aval, le drainage est successivement multiplié par 1,6, 1,2 et 2,9. Dans les mêmes sites, le débit est successivement multiplié par 1,6, 2,0 puis 5,7. C'est une croissance plus rapide que celle du drainage. Elle correspond à une pluviométrie de plus en plus élevée. Le résultat est une croissance du module d'abord stable, puis multiplié par 1,7 et enfin par 2. On se rapproche ici du dysréisme avec une lame d'eau de 323 mm qui atteint le golfe du Bengale. Ce dysréisme est connu sur le Huai ou fleuve bleu. À Banbu au Shenxi, le fleuve bleu draine une région peu arrosée, 4 à 500 mm an. Plus en aval, les précipitations ne sont guère plus importantes, 530 mm à Tianjin. Mais les conditions géomorphologiques ont changé. Au Shenxi, les averses sont absorbées par les Leus, mais à Hankeu, le fleuve reçoit des affluents issus des montagnes du Taiyangchang et du Shantung. Ce n'est pas la transition climatique qui ici importe, car dans des conditions topographiques moins accidentées, un drainage multiplié par 12 ne se traduirait pas par un débit multiplié par 50 et un module par 4. L'écoulement est devenu dysréique par son environnement topographique, et une lame écoulée de 465 mm ne laisse que 67 mm à l'être si on retient la pluviométrie de Tianjin. On n'en comprend que mieux les dangers de ce fleuve que les autorités chinoises ont endigués depuis 2000 ans. Toutefois, en dehors des régions équatoriales et polaires, le dysréisme est rare,
mais ces exceptions sont fort utiles car la morphologie est souvent celle de boucliers, arctiques et tropicaux, qui se prêtent à l'équipement hydroélectrique. D. Le recul du débit brut implique souvent l'occurrence de l'aridité. Apporter des illustrations chiffrées relève de l'exercice. En effet, ces cours d'eau sont d'une part assez rares et d'autre part peu utilisés de façon intensive. Ce sont le plus souvent des oueds sur lesquels les jaugeages sont rares et souvent réduits à un seul site. Mais des cours d'eau halogènes sont affectés par cette situation. Ils traversent ou aboutissent à un désert. Nil, Euphrate, Amou Daria, Sir Daria, Indus, connaissent une perversion de la règle avec un repli du débit du fait de l'évaporation associée à l'absence d'affluents. Nous avons aussi évoqué l'exemple du Colorado, pénétrant au Sonora. Le Nil a souvent servi de référence avant la construction du barrage d'Aswan. Le fleuve ne reçoit plus aucun affluent en aval d'Adbara, peu en amont de la 5e cataracte. Le débit brut du Nil, qui est encore de 2730 m3 par seconde au Soudan, se réduisait à 2650 m3 par seconde à Aswan, pour n'être que de 1080 m3 par seconde à l'entrée du delta, dans un contexte d'aréisme sec. Pluie estimée à 1 mm an à Wadi Alpha à la frontière entre l'Égypte et le Soudan. Quelques débits sont alors mesurés en plusieurs points, et le Niger et l'Indus lui ressemblent beaucoup, document 1.6. Le premier est alimenté par les pluies du Fouta Djallon, et à Koulikoro c'est un fleuve abondant 1560 m3 par seconde, qui pénètre dans la partie saharienne du Mali. Il ne recevra qu'un seul affluent important, la Bani qui le rejoint à Mopti. Mais c'est insuffisant et son débit recule à 1210 m3 par seconde à Mopti, puis à 1180 m3 par seconde à Diré. Ce n'est qu'au Nigeria qu'il retrouvera un comportement normal avec 1450 m3 par seconde à l'entrée du delta, du fait de l'apport de la Benoué. L'Indus, alimenté par la fonte des neiges dans l'Himalaya, écoule plus de 3500 m3 par seconde ou 13,31 km/2 au Pendjab, mais l'aridité a vite raison de son écoulement. Les 2400 m3 par seconde écoulés à Kotri ne doivent pas faire illusion. L'Indus draine un bassin 3 fois plus vaste, la lame écoulée qui était encore de 420 mm au Pendjab, n'est plus que de 92 mm dans le Sindh, dans une région où il tombe moins de 100 mm an. Document 1.6. L'exception aride, débit brut et module diminue vers l'aval. L'halogénie est alors illustrée par les cours d'eau, dont la plus grande partie de l'écoulement est étrangère en milieu aride. Dans la dernière partie de son cours, l'Euphrate tend à se perdre dans le désert. Un cas extrême est illustré par le Rio Bravo, ou Rio Grande, dont le débit n'est plus que de 69 m3 par seconde à son embouchure, la lame écoulée n'est que de 6 mm, les mesures font défaut, mais de nombreux oueds issus de l'Atlas se perdent ainsi dans le Sahara. Toutefois, certains conservent malgré tout un écoulement abondant du fait de l'apport d'affluents issus de montagnes arrosées et ou enneigées. C'était le cas de l'Amou Daria et du Zier Daria, mais aussi du Tigre, frère non jumeau de l'Euphrate. Il est alimenté par la fonte des neiges du Zagros. Aussi est-il abondant à son entrée en Mésopotamie avec un module de 12,31 km/2, digne du disréisme montagnard. Mais à Bagdad il conserve encore un débit élevé, quoiqu'en recul, du fait de ses affluents de la rive gauche. Plus que l'Euphrate, c'est lui qui fit la richesse de la Mésopotamie antique et actuelle. On comprend que ces fleuves soient très fortement sollicités car ils représentent le seul approvisionnement en eau pour les régions traversées. L'Égypte était considérée comme un don du Nil. Parfois la sollicitation a été trop forte, comme on le sait sur l'Amou Daria et la Sir Daria, mais aussi sur le Nil, l'Indus, le Rio Bravo. 3. Comment interpréter les abondances moyennes ? Un résultat scientifique fiable peut être obtenu par le traitement d'une série statistique importante et variée, et cette liste existe. Les 695 jaugeages répartis sur L', ensemble de la planète, dont les superficies vont de 2,1 km² à 6106 km², et dont les superficies vont de 2,1 km² à 6106 km², et dont la répartition géographique est assez homogène, document 1.7. Cet ensemble constituait un échantillonnage évoquant assez fidèlement le rôle de la zonalité climatique, de la continentalité et du relief dans le processus d'écoulement.
Document 1.7 Répartition des 695 stations publiées par l'UNESCO. Leur densité et leur répartition couvrent la quasi-totalité de la planète, exception faite de l'Australie et de l'Insuline. Document 1.8 Découpage selon une régression géométrique des modules de 620 cours d'eau répartis sur l'ensemble des continents à des latitudes diverses. Toutefois, afin d'interpréter le rôle de ces divers paramètres, l'ensemble des modules spécifiques devait être classé selon une organisation par exemple régressive, dans le dessein d'établir une typologie des cours d'eau pouvant ensuite se rapporter à un modèle climatique. Le choix s'est porté sur une discrétisation mathématique de cette série des 695 modules. Classés afin de s'affranchir d'une détermination subjective des seuils des différents taxons de la typologie. L'allure de la courbe monotone des modules classés, une sigmoïde en échelle semi-logarithmique, traduit une régression géométrique décroissante, document 1.8a. Les modules Q sont donc répartis suivant une progression du type 1, dans laquelle Q1 est le module le plus faible, R la raison de la progression et K le nombre de classes de la série. Le nombre K de classes a été calculé selon la méthode Brooks-Karuter telle que 2, où N est l'effectif de la série, 620 pour ce qui concerne la collection de l'UNESCO. Le calcul donne alors 14 classes. 3. La raison R de la progression est calculée à partir de la relation 1, 4, 5. Comme en l'occurrence K égale 14. 6. Chacune des classes est alors calculée selon la relation 7, 8. Classe 14 sur 98,87 à 170,97 litres, km 2. La médiane de chaque classe illustre par sa valeur le module central de chaque taxon. Les résultats sont rapportés par le document 1.8b. Toutefois, la répartition est très inégale et déportée vers les modules les plus élevés. La moyenne 16,9 ls km 2 est 1,7 fois plus élevée que la médiane 10,1 ls km 2. Cette inégalité est illustrée par le document 1.9a, où les effectifs de chaque taxon ont été répartis selon une courbe de Gauss et une courbe cumulative. La courbe de Gauss est déportée vers la droite. Surtout, 93% des modules appartiennent aux classes 6 à 13, 1,24 à 98,87 litres km 2, et 67% aux classes 8 à 11, 3,70 à 33,07 litres km 2. Avec 2 tiers de l'effectif, ces 4 taxons sont représentatifs de la majorité des écoulements de la planète et correspondent à des écoulements représentatifs d'une moyenne planétaire. A l'inverse, les modules des extrêmes, 81 modules plus grands que 33 ls km 2, classe 12, 13, 14, et 21 modules plus petits que 0,75 ls km 2, classe 1, 2, 3, 4, illustrent le rôle de la répartition géographique. Les débits les plus élevés correspondent aux régions de la planète les plus arrosées, façades montagneuses hyperocéanisées des moyennes latitudes de l'hémisphère sud, et régions insulaires ou péninsulaires intertropicales soumises aux alizés marins et à la mousson. Ces écoulements relèvent du dysréisme. À l'inverse, les plus faibles modules se rencontrent dans les secteurs supratropicaux et surtout dans les régions abritées ou très continentales des moyennes latitudes. À partir de la classification statistique et de cette remarque d'ordre climatique, une typologie peut être construite par référence à 2 concepts, celui de bilan hydrologique qui se réfère à la valeur du module, classe 14 à 1, et celui du volume des précipitations de la zone climatique concernée par le bassin versant. Il en découle ce modèle de classification. Document 1.9 Répartition des modules les plus fréquents. Le mégaréisme, de mégalée égale grand, concerne des bassins où les précipitations sont très supérieures à l'évapotranspiration. Domaine polaire océanisé, domaine hyperocéanisé, montagne tempérée et tropicale et domaine tropical humide. Il se subdivise en classe 14 ou démesuré, 98,87 plus petit que QSP plus petit que 170,97 ls km 2. Classe 13 ou abondant, 57,18 plus petit que QSP plus petit que 98,87 ls km 2. Classe 12 ou basique,
33,07 plus petit que QSP plus petit que 57,18 ls km 2, c'est le plus représentatif avec 8% de la population. Le mésoréisme, de méso égale médian, rassemble les bassins aux modules les plus fréquents, proches de la moyenne et de la médiane de la série, et compris entre le premier et le troisième quartile. Ici le rapport PMM-ETR est moins favorable. Façade nord-est, domaines continentaux froids et tempérés, montagnes continentales et méditerranéennes, domaines supratropicaux humides et façade ouest océanisée subdivisée en classe 11 ou élevée, 19,12 plus petit que QSP plus petit que 33,07 ls km 2, le premier quartile est de 20,15 litres s km 2. Classe 10 ou moyen, 11,06 plus petit que QSP plus petit que 19 1,21 s km 2. La moyenne de la série est de 16,9 litres s km 2. Classe 9 ou médian, 6,40 plus petit que QSP plus petit que 11,06 ls km 2. La médiane de la série est de 11,1 litres s km 2. Le microréisme, de micros égale petit, est celui des milieux secs et ou abrités, façade ouest supratropicale, méditerranéenne, montagnes sèches et milieux continentaux, subtropicaux et tropicaux secs. Ici, l'être est élevé, son rôle est croissant vers les classes inférieures. Il correspond à des débits voisins ou inférieurs au troisième quartile de la population, et il se subdivise en classe 8 ou soutenue, 3,70 plus petit que QSP plus petit que 6,40 ls km 2. Le troisième quartile est de 5,04 litres s km 2. Classe 7 ou atténuée, 2,14 plus petit que QSP plus petit que 3,70 ls km 2. Classe 6 ou mesurée, 1,24 plus petit que QSP plus petit que 2,14 ls km 2. Classe 5 ou très mesurée, 0,72 plus petit que QSP plus petit que 1,24 ls km 2. Le nanoréisme, de nano égale très petit, peut être intermittent, et concerne surtout des domaines semi-arides ou des versants très abrités, où l'être peut saisonnièrement l'emporter sur des précipitations toujours très modestes. On le subdivise en classe 4 ou faible, 0,41 plus petit que QSP plus petit que 0,72 ls km 2. Classe 3 ou très faible, 0,24 plus petit que QSP plus petit que 0,41 ls km 2. Classe 2 et 1 ou insignifiant, 0,08 plus petit que QSP plus petit que 0,24 ls km 2. A. Le mégalréisme et les classes 12 à 14, modules plus grands que 33 ls km 2. La médiane des effectifs de chaque série, CL12 égale 41,9, CL13 égale 74,8 et CL14 égale 116,3 ls km. 2 illustrent l'abondance de leurs modules spécifiques, principale caractéristique de ces écoulements qui concernent des bassins versants au drainage compris entre 4 640 000 km 2 avec L'. Amazone à Óbidos, Brésil, et 3 km 2 pour la rivière des Cascades aux Seychelles. Leur répartition géographique, document 1.0, évoque surtout une ambiance humide. Aussi près des 3/4 de ces cours d'eau, 58 bassins, appartiennent au monde intertropical. Ce dysréisme corrobore, certes, des climats équatoriaux. Bassins de l'Orénoque, de l'Amazone et du Zaïre, mais il évoque surtout la double conjonction climatique et orographique, versants exposés aux alizés et aux tempêtes tropicales de l'isthme américain, des Antilles, des Philippines et des îles de l'océan Indien, versant exposé à la mousson africaine du golfe de Guinée et surtout à la mousson asiatique des Ghats occidentales et des péninsules indo-chinoises. Il ne faut pas négliger l'apport nival des hautes montagnes intertropicales sur le bassin de l'Indus, du Gange et du Brahmapoutre et surtout des Andes de Colombie. Le bilan hydrologique, P égale Q plus ETR, est très évocateur. Dans cette ambiance intertropicale, la démesure, classe 14, est illustrée par le Chiriquí 116,1 s km 2 à David au Panama. Sur ce bassin versant de 761 km², les 3/4 des précipitations participent à l'écoulement. L'Essequibo à Plantain Island au Guyana, 81 s km 2, participe à l'écoulement abondant de classe 13, lequel, même dans le cas de figure d'un bassin versant au drainage de 58 600 km², concerne encore plus des 2/3 des précipitations annuelles. Enfin,
sur la Kelantan à Gilmar Bridge en Malaysia, 11 900 km² et 47 ls km². Exemple d'écoulement diluvial ici tropical, 60% des pluies annuelles passent à l'écoulement. Document 1.10, le mégaréisme des classes 14 à 12. Hors du monde intertropical, cette abondance concerne les milieux froids et humides des façades océanisées occidentales et orientales de continents tempérés, avec une évidente influence orographique, côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, côte du Labrador, côte de la Norvège et côte du Chili méridional. Il faut y associer les grandes îles océaniques, Islande et Nouvelle-Zélande. La persistance d'un tapis neigeux relève en partie de ce type d'écoulement dans les Alpes, les Rocheuses, ce qui permet d'y intégrer une partie de l'écoulement des montagnes au climat supratropical, méditerranéen. La Shedao à Milford dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, 155 km², 171 ls km², représente le cas le plus extrême de débit démesuré, classe 14. 90% des précipitations passent à l'écoulement. Cette médiocrité de l'évapotranspiration s'explique par un climat plus frais, où elle atteint rapidement sa valeur maximale, ce qui profite à l'écoulement. Même dans un contexte climatique moins humide, le quotient d'écoulement reste élevé. Sur l'Olfusa à Selfoss en Islande septentrionale, 5760 km², 64 ls km², égal écoulement abondant de la classe 13, les pluies sont très abondantes dans un contexte d'enneigement hivernal durable associé à quelques glaciers. Plus de 80% des pluies annuelles passent ainsi à l'écoulement. Enfin, dans l'écoulement copieux de la classe 12 qu'on illustrera par la Willamette à Salem dans l'Oregon, 18 900 km², 36 ls km², c'est la conjonction de pluies de relief et d'un fort enneigement qui explique encore un quotient d'écoulement de près de 70%. Cette abondance absolue et relative explique le rôle de ces cours d'eau dans l'approvisionnement des réservoirs hydroélectriques, tant en milieu tropical, Brésil et Venezuela, Afrique occidentale et Union indienne, qu'en milieu tempéré, Rocheuses canadiennes et États-uniennes, Alpes scandinaves. B. Le mésoréisme des classes 9 à 11, 6,4 plus petit que Q plus petit que 33,071 s km². La médiane des effectifs de chaque classe fournit une première indication de leur abondance. CL9 égale 8,8, CL10 égale 14,8 et CL11 égale 23,8 ls km². Du fait de sa grande représentativité, ce groupe est le plus nombreux avec 307 bassins versants. Document 1.1 Le mésoréisme, répartition des modules de classe 11, rectangle, de classe 10, triangle et de classe 9, losange. Leur répartition géographique, document 1.1, semble anarchique. Pourtant elle évoque déjà la possibilité de définir des hydroclimats. On y retrouve la note intertropicale, pays de mousson, milieux tropicaux insulaires et versants soumis à un alizé, mais cet ensemble de 136 bassins ne constitue plus que 44% de l'ensemble. L'impact des climats océanisés se trouve également réduit, avec seulement 34 bassins, 11%, situés près des façades océaniques, montagneuses ou pas, exposés au train de perturbation des deux hémisphères. Mais le rôle du gel se précise par l'abondance des cours d'eau arctiques et ou issus des hautes montagnes tempérées, continentales et méditerranéennes. Ce processus concerne en effet 86 bassins, 28%, où les températures, en l'occurrence le gel, prennent le pas sur l'abondance des précipitations. Ainsi s'explique l'intrusion de cours d'eau très éloignés des océans, dans les provinces continentales de la Russie, 13 cours d'eau. A l'inverse, selon un processus plus proche du milieu tropical, on voit paraître la relative abondance des bassins versants soumis au climat supratropical humide des façades sud-est des continents tempérés. 17 cours d'eau sont ainsi concernés aux États-Unis, au Brésil et en Uruguay. En Extrême-Orient, cette influence se confond avec celle de la mousson. Document 1.12, quelques exemples de mésoréisme, l'unité et le mm. Par rapport au diréisme, le quotient d'écoulement des cours d'eau intertropicaux recule fortement du fait d'une ambiance restée chaude dans un contexte pluviométrique affaibli. De la classe 11 à la classe 9, la lame écoulée opère un très fort repli. Document 1.12. 3 bassins versants appartiennent à la classe 11, le Donrirang à Oluo en Chine du Sud, le Niger à Koulikoro et la Sassandra à Guessabo en Côte d'Ivoire.
Leur pluviométrie est semblable. 1219, 1099 et 1447 mm. Si avec 995 mm écoulés et un quotient d'écoulement de 61%, le Dongrirang, 5325 km/2, 31,6 à s/km/2, évoque le diréisme, l'évapotranspiration l'emporte sur le Niger, 76 940 km/2, 13 ls/km/2, et sur la Sassandra, 35 400 km/2, 9 ls/km/2. Le quotient d'écoulement du premier n'est plus que de 37%, et de 19% seulement pour la seconde. La présence de cours d'eau issus des régions subtropicales dans la série confirme cette nouvelle disposition. Il n'existe pas d'exemple observé en classe 11, mais la St. John's à de Land en Floride, 210 000 km/2, 11,4 ls/km/2 égale classe 10, et le Rio Negro à Palmar en Uruguay, 63 000 km/2, 10 ls/km/2 égale classe 10, participent à ce repli du quotient d'écoulement, 43 et 40%, même S'. Il reste élevé par rapport aux autres cours d'eau des régions tempérées océaniques et continentales. Dans une moindre mesure, cette orientation des quantités écoulées concerne aussi les façades océaniques. Au Japon, le Tonakuyashi, 8590 km/2, 31,8 ls/km/2, écoule les 2/3 de son apport pluvial de 1536 mm, d'où une appartenance à la classe 11 comme le Dongrirang. Mais malgré un climat océanisé sans saison sèche, la Shannon à Kilauea en Irlande, 10 400 km/2, 14,2 ls/km/2, CL10, et la Trent à Colwick en Angleterre, 7490 km/2, 9,9 ls/km/2, CL9, n'en écoule plus que 39% et 34%. Des valeurs par ailleurs élevées pour l'Europe occidentale. C'est le froid qui dans l'ensemble fait la caractéristique hydrologique des classes 11, 10 et 9. Il réduit l'évapotranspiration, provoque une forte rétention nivale en saison froide, et on lui doit l'abondance des cours d'eau de l'Arctique américain et eurasiatique et des façades nord-orientales de l'Amérique et l'Asie. Nombre de ces cours d'eau écoulent plus de la moitié de leur apport pluvial, du fait de la longue rétention nivale qui leur épargne les pertes par évaporation. Le quotient d'écoulement est de 73% pour le Saguenay à Ails-Maligne au Québec, 73 000 km/2, 21 ls/km/2, CL 11, il est de 66% pour L'. En German à Solfti en Suède, 30 640 km/2, 16 ls/km/2, C10, et encore de 52% pour la Winnipeg à Slave Falls au Canada, 126 000 km/2, 8,3 ls/km/2, CL9. Les montagnes tempérées relèvent du même bilan hydrologique, auquel il faut aussi ajouter une influence glaciaire. Certaines valeurs relèveraient presque du disréisme froid. Ainsi, alimenté par 1000 km/2 de glaciers, le Rhin à Bâle en Suisse, 35 925 km/2, 29 ls/km/2, C11, et l'Adige à Boara Pisani dans les Dolomites, 11 954 km/2, 19 ls/km/2, CL10, écoulent 85 et 81% des précipitations de leur bassin versant. Bien moins abondant, le Rio Colorado à Butaranquil en Argentine, 15 300 km/2, 10 ls/km/2, CL9, possède un quotient d'écoulement de 60%. Ce sont de tels quotients qui, associés à d'autres avantages, expliquent le choix de ces régions pour la production hydroélectrique de masse. Pourtour de la baie James et de la baie d'Hudson, bouclier canadien, bouclier FE accent aigu hénoscandien, Alpes et Pyrénées, Rocheuses et Appalaches, Andes méridionales. Or, ces quotients sont aussi ceux de quelques fleuves bien arrosés du domaine tempéré continental, malgré une alimentation essentiellement estivale, donc soumise à l'évapotranspiration. Bien que de classe 10 par son module, la Kirenga à Sorokovo en Sibérie orientale, 46 500 km/2, 14 ls/km/2, CL10, écoule 97% de ses précipitations et explique, en partie, le choix de la lointaine Sibérie au milieu du XXe siècle pour produire de l'électricité. En d'autres lieux, les quotients restent élevés, 77% sur la Columbia à Birchbank en Colombie-Britannique, 88 100 km/2, 23 ls/km/2, C11, et 52% sur la Neva à Novosaratovka en Russie, 614 000 km/2, 9 ls/km/2, C9. C'est le microréisme des classes 8 à 5,
6,40 plus grand que Q 0,72 ls km2. Mais les quotients d'écoulement se réduisent. La médiane de chaque classe en est l'illustration. CL8 égale 5,21 s km2, CL7 égale 3,21 s km2, CL6 égale 1,81 s km2 et CL5 égale 1 s km2. La répartition géographique dépend essentiellement des sources de l'UNESCO. Toutefois, document 1.13, la répartition géographique traduit un écoulement surtout continental, dans lequel dominent les régions tropicales à saison sèche marquée de l'Afrique occidentale, de l'Amérique du Sud et du Dekkan, 72 bassins versants. Mais 48 cours d'eau relèvent du milieu continental des moyennes latitudes, froid et ou sec, de l'Asie supra-himalayenne, des grandes plaines de l'Amérique du Nord, de la Pampa et de la Patagonie. Les autres relèvent des climats effectivement secs comme les climats supratropicaux des façades occidentales, le bassin méditerranéen surtout, montagnes tropicales sous le vent. L'abri joue un rôle non équivoque dans les quelques exemples océanisés et montagnards, sinon une influence lithologique. On peut ainsi évoquer la Moutaire à Old House Road, dans l'île du Sud en Nouvelle-Zélande, 129,500 km², 5,51 s km2 CL6. Près de 40% des 186 cours d'eau appartenant à ce mode de bilan s'écoulent en milieu tropical à longue saison sèche. Le déficit, perte par évapotranspiration, dépasse 75%, ce qui explique la faiblesse des quotients d'écoulement. Document 1.14. La Benoué à Garoua au Niger, 281 000 km², 5,91 s km2, CL8, perd les 3/4 de son apport pluvial. Pourtant son quotient d'écoulement 25% reste encore assez avantageux. Le déficit d'écoulement s'accroît de la classe 7 à la classe 5. C'est l'exemple du Godavari à Bassar dans l'est du Dekkan, 86 660 km², 3 ls km2 CL7, bien abrité de la mousson. Mais ce quotient n'est plus que de 16% sur le Chari à Fort-Lamy, 600 000 km², 1,61 s km2 CL6, la proximité du Sahara réduit ce quotient à 8%. Enfin, le quotient du Limpopo à Chokwe au Mozambique, 23 300 km², 1 ls km2 CL5, n'est plus que de 8%. D'ailleurs, le Chari est endoréique dans la cuvette du Tchad et le Limpopo ne s'échappe que difficilement de la cuvette du Kalahari. Document 1.13. Le microréisme. Répartition des modules de classe 8, rectangle, de classe 7, triangle, de classe 6, cercle et de classe 5, losange. Document 1.54. Exemple de cours d'eau soumis au microréisme, l'unité et le mm. Du fait de son immensité en Eurasie et en Amérique du Nord, le domaine tempéré continental est concerné par 25% de ses bilans. Malgré des hivers rigoureux à forte rétention nivale, la pluviométrie essentiellement estivale, associée à l'éloignement des océans et à l'abri des hautes montagnes, Himalaya, Rocheuses, Andes, explique des bilans fort modestes au quotient d'écoulement assez voisin du domaine tropical à longue saison sèche. La Desna, affluent du Dniepr à Chernigov en Ukraine, 81 400 km², 3,9 ls km2, CL8, n'écoule que 20% de son apport nival et pluvial. Puis de la classe 7 à la classe 5, ce quotient recule. 15% sur l'Arkansas à Little Rock, 409 571 km², 3,1 ls km2, CL7, 12% sur le Songwadiang à Harbin en Mandchourie, 390 526 km², 1,91 s km2 CL6, et 9% sur le Missouri à Culberton au Montana, 342 000 km², 1,11 s km2 CL5. A l'inverse, les cours d'eau des régions supratropicales du pourtour méditerranéen et de la Californie conservent un écoulement plus abondant, toute proportion gardée. Sur l'Èbre à Saragosse, 40 434 km², 5,9 ls km2, CL8, le quotient d'écoulement 41% est encore élevé. Puis il se réduit de la classe 7 à la classe 5, 29% sur le San Joaquim à Vernalis en Californie, 35 070 km², 3,51 s km2, CL7, 18% sur le Kouri à Érimi à Chypre,
351 km², 2 à 1 km², CL6, et 17% sur la Moulouya à Mechra au Madi, 51 960 km², 1 à 1 km², CL5, dans un bassin intérieur du moyen Atlas marocain. Cette relative abondance s'explique par l'originalité du climat supratropical. Il relève des moyennes latitudes océanisées en hiver, ce qui lui assure une abondance pluviométrique à l'écart des fortes chaleurs. Un environnement montagneux à forte rétention nivale fait le reste. On n'en comprend que mieux le soin apporté à l'aménagement des montagnes méditerranéennes, californiennes et chiliennes dans la production hydroélectrique et surtout dans le stockage des eaux hivernales derrière des barrages pour en assurer la restitution à l'irrigation en été. L'aménagement des cours d'eau des milieux tropicaux secs et continentaux se heurte à une forte évaporation estivale. Les réservoirs font ainsi perdre 19% de son écoulement naturel à la Volga, dont 45% entre mars et juin. Le nanoréisme est divisé en 3 classes. Toutefois, sur les 21 cours d'eau répondant à ces critères, 14 appartiennent à la classe 4. Mais l'existence des autres classes traduit non pas la rareté de ces modes de bilan, mais celle des mesures réalisées dans ces milieux hostiles. Leur analyse est cependant riche en enseignements. Ces 21 cours d'eau s'écoulent sur les marges des grands déserts, Mexique et ouest des États-Unis, Chaco, Asie centrale, document 1.15, où l'on regrettera la quasi-absence de mesures sur les oueds sahariens. Toutefois, l'abri des Rocheuses étend ce mode d'écoulement jusqu'au Canada. Quoi qu'il en soit, les modules sont dérisoires, CL4 égale 0,5 à 1 km², CL3 égale 0,3 à 1 km², CL2 égale 0,15 ls/km² et CL1 égale 0,1 ls/km². Sur la plupart des bassins versants, le déficit d'écoulement dépasse 90% des apports pluviométriques, document 1.16. L'écoulement tend vers l'aréisme aride, une situation atteinte fréquemment sur le Draa. Sur les 21 oueds analysés, 18 avoisinent les grands déserts tropicaux et continentaux. Partout le quotient d'écoulement est inférieur à 5%, car dans les déserts froids d'Asie centrale et d'Amérique le couvert neigeux est mince du fait de la concentration des rares précipitations sur l'été. Document 1.15 Le nanoréisme, module de classe 4 rectangle, de classe 3 triangle, de classe 2 cercle et de classe 1 losange. Document 1.16 Exemple de cours d'eau soumis au nanoréisme, l'unité est le mm. Dans le sud marocain, le Souss à Aït Meloul, 16 150 km², 0,41 s/km², CL4, n'a écoulé que 5% des précipitations chues sur le Haut et l'Anti-Atlas. Cette médiocrité se retrouve sur d'autres continents, 6% sur la Noura à Sergiopolskoï, 12 300 km², 0,41 s/km², CL2, un cours des apostrophes. Eau endoréique qui se jette grande à Matamoros au Mexique, 159,902 km², 0,15 ls/km², CL3, et 2% sur le Pecos à Shumla au Texas, 91 069 km², 0,09 ls/km², CL4. Ce déficit est enregistré sur les cours d'eau canadiens du piémont des Rocheuses. Ce n'est pas un désert d'abri, car le Chinook, un effet de fun, y fait fondre la neige et permet d'accueillir des cultures de blé. Mais il en résulte aussi une sécheresse hydrologique, dont l'écoulement se ressent. L'Assiniboine à Headingley, un affluent du lac Winnipeg, 153 000 km², 0,42 ls/km², CL4, n'écoule que 3% des pluies chues sur son bassin versant. Cependant, la présence d'un massif montagneux attire aussi les précipitations. Il retient également la neige, ce qui améliore le quotient d'écoulement. Avec un quotient d'écoulement de 13%, le Colorado à Yuma, 629 100 km², 0,65 s/km², CL4, appartient à ce type. On retrouverait ce mode sur les cours d'eau des montagnes d'Iran et d'Afghanistan. On y comprend que mieux la précocité des aménagements hydrauliques à vocation agricole, puis hydroélectrique. 4. Vers une définition d'hydroclimat. Il s'agit d'établir un lien entre le type de bilan et le climat auquel il est afférent. Le traitement des 620 bassins versants dont nous avons utilisé les données fournies par l'UNESCO a permis de définir 14 types de bilans regroupés en 4 ensembles.
Le mégaréisme, démesuré de classe 14, abondant de classe 13 et basique de classe 12. Le mésoréisme, élevé de classe 11, moyen de classe 10 et médian de classe 9. Le microréisme, soutenu de classe 8, atténué de classe 7, mesuré de classe 6 et très mesuré de classe 5. Le nanoréisme, faible de classe 4, très faible de classe 3 et insignifiant de classe 2 et 1. Or, l'analyse qui a précédé a montré le rôle incontournable du climat. Ceci amène à définir quels climats sont responsables de ces types de bilans. Nous avons opté pour le choix de 17 climats, dans lesquels les montagnes dessinent une originalité. Nous distinguerons ainsi 17 hydroclimats regroupés en 4 ensembles. Les climats froids sont marqués par le gel hivernal durable et la rétention nivale d'une part importante des précipitations. Ce sont le climat arctique océanisé, les montagnes arctiques rocheuses d'Alaska, les montagnes continentales, Oural, Carpates, Caucase et les climats des façades orientales océanisées, Chine du Nord, Québec. Les climats tempérés et pluvieux ne connaissent pas la sécheresse hydrologique, et le gel n'a pas un caractère permanent en hiver. Climat hyperocéanisé des façades ouest, Norvège, Chili méridional, Nouvelle-Zélande. Climat des façades ouest océanisées, Europe occidentale, Colombie-Britannique, et montagnes océanisées, Pyrénées, Alpes. Les climats tempérés continentaux sont plus marqués par le froid que par la sécheresse, malgré des pluies à caractère estival. Climat tempéré continental, Russie, Canada central et climat continental froid, Sibérie pourtour de la baie d'Hudson. Les climats semi-arides et arides, 50% des terres émergées, sont essentiellement marqués par le déficit hydrique, mais dans le domaine hypercontinental tempéré, le froid peut être important. Climat continental semi-aride, Ukraine, sud-ouest des États-Unis, Chaco, façade ouest supratropicale, ex-climat méditerranéen, montagne méditerranéenne, montagne semi-aride et climat tropical semi-aride et aride, le Sahel par exemple, mais aussi tous les climats tropicaux à longue saison sèche. Les climats chauds et humides ignorent à la fois gel et sécheresse. Ce sont le climat tropical humide, climats intertropicaux à saison sèche courte ou inexistante, Amazonie, bassin du Zaïre, les montagnes tropicales, Himalaya, Andes, où le tapis nival est quotidien au-dessus de 4500 mètres. Nous y avons ajouté les climats des façades supratropicales, très arrosés, au gel rare, de Chine du Sud, de Floride, d'Uruguay. Document 1.17 Les types d'écoulement et leurs climats afférents. Sur chaque ligne, les valeurs expriment le pourcentage d'écoulement dans chacun des milieux des colonnes. Le document 1.17 résume la relation entre écoulement et climat, et permet de reconnaître d'importantes corrélations. En toute logique, le mésoréisme des classes 9 à 10 occupe la place dominante, et l'échantillon des modules compris entre 6,4 et 33,7 ls km2 est le plus représentatif de l'écoulement planétaire. À l'exclusion des régions arides et semi-arides, il concerne tous les climats. Il est représentatif d'une situation potamologique interglaciaire. Cette situation explique une certaine concentration dans les environnements très végétalisés. Ils évitent le dysréisme, des climats continentaux froids où le processus est activé par une évaporation réduite, et dans les milieux océanisés et intertropicaux où l'abondance des pluies dépasse assez largement le pouvoir évaporant de l'atmosphère. La Sibérie, les reliefs d'Europe occidentale, l'Amazonie, relèvent de cette définition. Les autres bilans relèvent d'hydroclimats plus localisés géographiquement. En dehors de quelques cas concentrés dans l'Arctique, ruissellement sur permafrost et les montagnes arides, ruissellement sur des pentes dénudées, le mégaréisme des classes 14 à 12 dont les modules dépassent 33,07 ls km2 concerne principalement les climats très arrosés des plaines et montagnes océanisées des façades occidentales de continents tempérés et des régions intertropicales. La Nouvelle-Zélande et les Philippines illustrent assez bien ce mécanisme. À l'inverse, le nanoréisme, des modules plus petits que 0,72 ls km2, ne concerne que les régions connaissant une longue sécheresse au cours de l'année, les régions méditerranéennes notamment. Mais les cours d'eau les mieux concernés sont issus des espaces continentaux secs comme l'Ukraine et le sud-ouest du continent nord-américain, où la sécheresse hydrologique est accentuée par l'abri et l'éloignement des océans. Il est à l'évidence que les déserts tropicaux et leurs marges sont les plus concernés. Mexique septentrional, Moyen-Orient, Sahel. Entre ces deux extrêmes, le microréisme,
0,72 plus petit que QSP plus petit que 6,4 ls km2, concerne en réalité les mêmes domaines que le nanoréisme, dont il constitue en quelque sorte la version humide. Sa présence dans les domaines tempérés continentaux et froids y traduit surtout une situation d'interface avec la semi-aridité continentale observable sur les confins de la Sibérie et de l'Asie sèche, sous l'abri des Rocheuses canadiennes et des Andes argentines. Mais son occurrence dans des milieux tropicaux humides et sur les façades océanisées peut être interprétée comme une influence locale de l'abri, mais aussi comme celle d'un paramètre non climatique, la nature du sol et du sous-sol notamment. La situation climatique interglaciaire actuelle favorise surtout écoulement assez modéré. En effet, sur l'ensemble des cours d'eau analysés, 13% relèvent du mégaréisme et seulement 3% du nanoréisme, ce qui illustre la variété des bilans hydrologiques. Deuxième chapitre, quel régime mensuel ? Instauré par Pardet dans les années 40, cette conception de la potamologie recourt aux variations des 12 débits mensuels moyens. Pour favoriser la comparaison de cours d'eau à la taille différente, il serait plus réaliste de recourir aux modules spécifiques. Toutefois, la définition du régime n'a d'intérêt que comparée aux données climatiques, où les températures sont exprimées en degrés Celsius, degrés C, et la hauteur des précipitations en millimètres, mm. Il est peu souhaitable d'introduire une troisième unité, et le recours à la lame d'eau écoulée est un artifice de calcul qui donne une valeur dans la même unité que l'apport pluviométrique. On est alors très surpris des valeurs prises par l'écoulement. La lame d'eau écoulée par l'Amazone est élevée, 836 mm. Mais en dépit de l'immensité de leurs bassins versants, l'Aubé et le Lénicéi n'écoulent qu'une lame respective de 177 et 233 mm. A l'inverse, le Rhin et le Rhône, au bassin bien plus étroit, écoulent respectivement 435 et 564 mm du fait de la présence des vastes glaciers alpins. La notion de régime. Le régime de la Seine servira de modèle, document 2.1. La répartition mensuelle des lames d'eau écoulées ne connaît qu'un maximum et un minimum unique. Un tel régime est réputé simple. Deux maxima et minima définissent un régime mixte, avec des hautes eaux hivernales et des basses eaux estivales. Document 2.1 Détermination du régime de la Seine. Par la lame d'eau écoulée QMM comme les précipitations sont nommées PMM. La comparaison de cette chronologie avec le climat définit le régime. En hiver, l'écoulement est d'origine pluviale car il est en phase avec les précipitations, mais dès le printemps il entre en opposition de phase avec les températures. Malgré de fortes précipitations estivales, l'écoulement recule car l'évaporation l'emporte, et à ce titre il est nommé E aigu vaporal. Le régime de la Seine sera donc réputé pluvio aigu vaporal. L'écart entre les extrêmes est un bon critère du rôle du milieu, car il détermine la double notion de pondération et d'immodération. Mais du fait de la diversité des modules, il faut utiliser une valeur adimensionnelle. Celle-ci est fournie par le quotient entre le maximum et le minimum mensuel. Indépendant des valeurs absolues, c'est le quotient de pondération ou d'immodération. Avec 5,5 sur la Seine, c'est déjà une valeur médiocre pour la France. Les cours d'eau issus des grands massifs calcaires sont les plus pondérés. Le quotient de pondération est souvent voisin de 1. La traversée d'un lac est un grand facteur de pondération. Au débouché du lac Victoria, le quotient de pondération du Nil n'est que de 1,2. Aussi pondère-t-on artificiellement les cours d'eau par des barrages écrêteurs de crues. Ainsi, depuis la construction du barrage d'Aswan, le quotient de pondération du Nil à l'entrée du delta a été réduit de 12 à 2. Un fort quotient est fréquent sur les marges des domaines tempérés et tropicaux, là où l'occurrence saisonnière des perturbations tempérées et tropicales reste brève. Le quotient de pondération de l'Euphrate est de 12,6. Cette immodération devient très élevée en milieu sahélien, 31,5 sur le Niger au Mali et en Asie des Moussons, 163 sur le Godavari en Union indienne. Mais c'est aussi une caractéristique des cours d'eau d'origine glaciaire, où l'écoulement n'existe que lorsque les températures passent au-dessus de 0 degrés Celsius. Ce quotient est de 39,7 sur la Vérole en Isère. La situation moyenne est illustrée par les cours d'eau des régions tempérées océanisées. 4,7 sur la Shannon en Irlande,
ou ceux des régions équatoriales, 3,3 sur l'Ogooué à Lambaréné au Gabon. La pondération ne doit pas être confondue avec la régularité, qui définit le retour ou le non-retour interannuel des mêmes événements. Les cours d'eau alimentés par la fonte des glaciers, très immodérés, sont réguliers, car liés aux températures dont les variations interannuelles sont elles-mêmes pondérées. En général, les cours d'eau pluviaux sont immodérés, mais le paysan égyptien préparait ses champs dans l'attente des crues du Nil car celui-ci présentait une régularité d'horloge. La crue apparaissait en mai, se développait en juin, juillet et août pour disparaître en septembre, moment où commençaient les opérations agricoles précédant les récoltes. Comment établir une typologie des régimes ? Pris dans le détail, il existe une grande variété de régimes fluviaux. En leur temps, Pardet, Rochefort, Gilcher ont construit une typologie en s'appuyant sur les moyennes mensuelles. La méthode occulte les constantes des bassins, morphométrie, géométrie, structure géologique, mise en valeur, qui constitue la structure hydrologique du bassin, et dont le rôle est par exemple de premier plan pour ce qui concerne pondération et immodération. Si on s'en tient au seul paramètre variable, l'écoulement de l'eau sous sa forme liquide n'est possible que sous 3 conditions. Les températures doivent être plus grands que 0 degré Celsius, l'évapotranspiration ne doit pas l'emporter sur l'écoulement et il doit s'y produire des précipitations, solides ou liquides, mais cette dernière condition est impliquée dans les 2 autres. L'eau qui s'écoulera proviendra donc de divers systèmes pluviogènes, selon le climat, la latitude, la saison, mais qui tous vont fournir un actif pluvial P. Cet apport va suivre 3 destinations. Une forte part retourne à l'atmosphère soit directement, soit après consommation par les êtres vivants, c'est l'évapotranspiration E. Une autre partie gagne les nappes phréatiques par infiltration I, quand d'eau solde, il s'écoule vers les chenaux et constitue l'écoulement Q. On pourrait alors écrire l'égalité suivante. En réalité, ce n'est pas aussi simple. Dans le cas d'un grand cours d'eau pérenne, la Loire, le Rhin, le Zaïre, l'eau continue de s'écouler en l'absence de pluie car des réservoirs se sont constitués dans le bassin versant, nappes souterraines, plans d'eau lacustres, et ce sont ces réserves qui assurent cette pérennité entre les épisodes pluvieux. Il faut donc écrire l'égalité autrement. Où R représente ces réserves souterraines et ou lacustres, dont une partie seulement, R1, est reversée à l'actif par les sources en complément des précipitations P, mais l'infiltration I vers les nappes engendre un flux vers les réserves du passif qui se recharge et qu'il faut nommer R2. Dans cette nouvelle égalité, R se trouvant dans les 2 membres peut être effacé. En effet, dans le mécanisme du fonctionnement hydrologique du bassin versant, seules ces variations R1 et R2 jouent un rôle, et l'égalité ainsi simplifiée devient. Sur une très longue période, on estimera dans les types de bilan que la restitution R1 vers le passif est équilibrée par leur recharge R2, de telle sorte que l'égalité se simplifie à où l'évapotranspiration E n'apparaît être que le déficit d'écoulement que nous appellerons évapotranspiration réelle, ou ETR égale PQ. Toutefois, il faut encore nuancer. Réduire l'écoulement Q à un unique processus serait ignorer une réalité plus complexe. Quand la pluie arrive sur le sol, la part Q qui échappe à l'évapotranspiration suit elle-même plusieurs voies. Une part s'écoule à la surface du sol en direction des chenaux, pour alimenter un écoulement rapide QR. Il peut être violent, mais cesse très vite après la pluie et il se rapproche du ruissellement des géomorphologues. Le solde s'infiltre et participe à la recharge R2 des nappes. Mais il a été reconnu qu'une part de cette infiltration constitue une eau nouvelle qui prend la place d'une eau ancienne et qui constitue la vidange naturelle des réservoirs souterrains, celle qui assure la continuité de l'écoulement en dehors des passages pluvieux. Elle constitue l'écoulement de base que nous préférerons nommer écoulement souterrain QST, qui alimente les chenaux tout au long de leur parcours et non à la tête des vallons possédant une source, comme on le croit trop souvent. L'égalité devient, avec les processus dans l'ordre de leur occurrence et de leur durée. Toutefois, pour un pas de temps très court, il est préférable de recourir à une autre égalité, quand la participation des nappes à l'écoulement l'emporte sur leur alimentation, ou inversement. Nous pouvons envisager quelques cas de figure. Dans le cas du torrent de montagne ou l'oued, il n'y a pas de réserve, puisque l'écoulement disparaît entre les averses. L'égalité devient
Du fait de la brièveté des processus et d'une structure hydrologique particulière, le coefficient d'écoulement C égale QRP% serait très élevé. Un cours d'eau avec réserve souterraine, sans réserve nivale, sous climat aux saisons thermiques nuancées connaîtra des variations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.